Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le 55e numéro de notre émission Entre nous soit dit, et nous sommes le 18 septembre 2008. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, ou de plusieurs sujets, qui sont au cœur du mal français, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes une société de confiance ou de défiance? Est-ce que nous sommes une société dans laquelle le peuple est représenté? Qui le représente? Les élites, paraît-il, mais ces élites sont-elles vraiment représentatives? Autant de questions qui sont posées par un livre passionnant qui est paru il y a fort peu de temps et dont l'auteur est ici présent. J'ai nommé François de Closets. Bonjour. Bonjour François de Closets, merci de nous accorder cet entretien. J'ai parlé de ce livre, je vais le montrer à la caméra. François de Closets, Le divorce français, aux éditions Fayard. Alors c'est un livre évidemment passionnant, et d'ailleurs s'il n'était pas passionnant, nous n'aurions pas l'occasion d'en parler, qui s'inscrit tout à fait dans la ligne des ouvrages publiés précédemment par François de Closets, qui ont tous été des best-sellers, de façon fort méritée d'ailleurs, puisque chacun de vos livres a toujours posé un vrai et grand problème. Alors le seul bémol que j'introduirai, mais il vaut pour tous ceux qui parlent et qui écrivent, c'est que jusqu'à présent, aucun des mots que vous avez dénoncés, que modestement j'ai dénoncés aussi, n'ont trouvé de solution ni de remède. Alors, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni d'ailleurs de réussir pour persévérer, mais effectivement, je crois qu'il faut quand même persévérer, c'est le choix que vous avez fait, et nous vous en remercions tous, car ce qui est dans votre livre est tout à fait passionnant. Alors, divorce français, avez-vous dit, divorce entre qui et qui? Est-ce que c'est un divorce entre les Français ou entre certaines catégories de Français seulement? Vous savez, dans toute société d'une certaine taille, il y a forcément une différenciation entre ce que l'on va appeler l'élite, peu importe, c'est pas la peine de la définir, on sait exactement ce dont on parle, et l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'on passe de l'utopie de Jean-Jacques Rousseau, dans laquelle tout le monde est égal, tout le monde participe à la décision, au système, je dirais, de Montesquieu, dans lequel le peuple élit, désigne des représentants qui, eux, vont décider. Et quand on est dans ce système de démocratie représentative, il faut qu'il y ait la confiance. Pourquoi? Parce que les institutions elles-mêmes permettent la dévolution du pouvoir. Bon, en fonction des institutions, c'est un tel qui détient tel pouvoir, un tel qui détient tel pouvoir. Seulement, vous ne dirigez pas une société avec le pouvoir. Vous dirigez une société avec l'autorité. Vous voyez la différence? Les institutions donnent le pouvoir, mais c'est d'en bas qu'on vous donne l'autorité. Et c'est la confiance qui donne l'autorité. Et c'est lorsque vous avez cette confiance que vous pouvez, vous, prendre vos responsabilités, c'est-à-dire bien souvent prendre des décisions impopulaires dans le moment, et que, à la base, eh bien, la population vous fait confiance, c'est-à-dire qu'elle accepte précisément de vous laisser gouverner et faire des choses impopulaires. Le problème, c'est qu'en France, ça ne fonctionne plus. Et c'est pas seulement une question d'appréciation. Je cite toutes sortes d'études scientifiques qui posent rigoureusement les mêmes questions dans un certain nombre de sociétés. Et on constate, depuis des années, que c'est toujours en France que les gens manifestent le plus grand scepticisme vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la politique, des syndicats, de l'école, des grandes valeurs, et que, évidemment, ils manifestent le plus d'incivisme. Alors, ça, c'est vraiment mortel. Pour la démocratie, ça veut dire que tous les rouages sont grippés. Et c'est ce que j'appelle cette situation de divorce entre l'élite et le peuple. Le divorce, c'est la situation de mésentente dans laquelle on ne se comprend plus, on n'agit plus ensemble. Donc le divorce, bon, ça se résout très simplement par la séparation entre particuliers. Mais voilà, nous sommes dans une situation de divorce où la séparation est exclue, où par conséquent la réconciliation est obligatoire. Alors, une petite question ou une petite variante du problème que vous soulevez, vous dites que le divorce n'est pas possible. Certes, il faut bien qu'il y ait partout une classe dirigeante, mais on peut en changer.
Pas tellement. Non. On ne peut pas dissoudre le peuple, Désespoir. mais je ne suis pas sûr On peut dissoudre la qu'on classe puisse dirigeante. comme ça changer, parce que c'est l'ensemble de la classe dirigeante, ce n'est pas seulement les élus. Cette méfiance que je dis, on la retrouve vis-à-vis des autorités scientifiques, religieuses, économiques, culturelles, etc. D'ailleurs, il y a un détail, mais très important, il faut tout de suite souligner, c'est que lorsque vous êtes à petite échelle, ce qu'on appelle la proximité, et qu'on interroge les Français, alors là, le comportement change du tout au tout. Dans les villes, dans les villages, on aime le maire, on lui fait confiance. Dans les PME, les gens aiment leur patron, lui font confiance, aiment leur boîte, comme ils disent. Et c'est encore vrai pour l'école. L'école où j'envoie mes enfants, ah ben oui, et les professeurs sont excellents. Donc, les Français ont confiance à proximité et ne font plus confiance à grande échelle. Et c'est vraiment ça le problème. Alors, vous avez raison, une solution, c'est de dire, il faut changer toutes les élites. Bon, vous comprenez bien que lorsque l'élite est entendue dans ce sens très général, et n'est pas seulement la classe politique, je ne vois pas comment on peut brutalement faire un renouvellement complet. Alors, il y a des réponses qui sont apportées par certains grands penseurs. Tocqueville, par exemple, a fort bien montré que, au fond, même les révolutions perpétuent les élites. Mais ceux qui dirigent vraiment peuvent changer réellement aussi. Donc c'est là que je pense que réside le problème, même s'il est effectivement difficile à résoudre. Mais si nous allons vraiment vers une révolution, ce qui n'est pas certain, mais en tout cas de plus en plus de penseurs de grands talents le disent, et de gens qui ont l'habitude d'étudier les sociétés, alors on peut se demander si un certain nombre de personnalités nouvelles n'émergeront pas finalement et n'entraîneront pas tout le reste de l'élite dans une nouvelle voie qui serait salvatrice. Oui, les Français ont grand besoin de l'homme providentiel. Hein? Vous voyez ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont immédiatement remis dans une situation de querelle et d'impuissance, c'était la 4e République. Arrive l'homme providentiel. Et alors là, pendant 10 ans, ils lui ont fait vraiment une confiance aveugle. Hein? Général de Gaulle, décidé. Le général, décidé. Ce qui n'est pas bon. Attention. La confiance, c'est pas la confiance aveugle, c'est au contraire la confiance critique, la confiance participative, la confiance concertée. Or, faut le dire, dans la République gaulienne, le général décidait. Et ce sont finalement quand même ces mêmes élites qui vont tout à coup changer d'attitude, qui ont changé d'attitude depuis 30 ans. Et pour moi, la grande rupture, c'est mai 68. Oh, qu'est-ce qu'on nous a pas raconté en célébrant le 30e anniversaire, etc. Non. On nous a dit, il y a l'héritage culturel, sociologique. Non. Pour moi, ce qui est d'abord resté dans la société française après mai 68, c'est la peur. La peur, la trouille. Désormais, ceux qui ont le pouvoir en France ont peur. Ont peur de ce peuple explosif, imprévisible, qui à tout moment peut tout à coup descendre dans la rue, bloquer le pays. Ils ont une terreur. Et alors, ces mêmes responsables politiques et autres qui, en d'autres temps, auraient pu gouverner la France, tout à coup, ont cessé de gouverner. C'est-à-dire, ils ne veulent plus prendre le moindre risque, la moindre décision impopulaire. Donc, ils sacrifient en permanence le long terme au profit du court terme. Et c'est comme ça qu'on gouverne. Enfin, moi, je considère que ça veut dire qu'on ne gouverne pas. Hein, c'est comme ça que se comporte l'élite dirigeante de ce pays depuis 1970, depuis 30-40 ans. Alors, pour illustrer votre propos, une remarque faite à la une d'un journal, Le Monde, par M. Martin Hirsch, il y a plusieurs mois, avant qu'il n'accède au gouvernement,
Et dans l'article qu'il publiait, il disait « À quand l'émeute ?» Voilà ce qu'on se dit dans les dîners en ville. M. Martin Hirsch, qui est, chacun le sait, l'immortel père du revenu de solidarité active, qui est censé remettre au travail les gens qui ne veulent pas travailler, y compris d'ailleurs de redonner des revenus plus importants. Enfin bref, ça n'est pas le sujet vraiment de ce jour, mais c'est dire que, en effet, vous avez raison, ces gens ont peur, puisque, d'après lui-même, on dit dans les dîners en ville qu'on craint l'émeute. Mais il est évident que dans toute la classe dirigeante, la pensée obsessionnelle, c'est « ça va péter ». Oui. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les arbitrages, qui sont comme autant de soupapes qui font se dégager la pression, les arbitrages ne sont plus faits, ne sont plus rendus. Tout est reporté à plus tard. C'est-à-dire qu'on laisse la pression s'accumuler. Enfin, rendez-vous compte qu'on continue à raconter aux Français qu'on va préserver leur pouvoir d'achat et même le faire augmenter, au point que les Français s'imaginent que le pouvoir d'achat, c'est un droit acquis, et qu'il suffit que je prouve que mon pouvoir d'achat était de temps et qu'éventuellement il aurait diminué, parce qu'on dit « Oh monsieur, quel scandale !» on l'augmente. Voilà ce qu'on fait croire aux Français. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que dans ce pays, on consomme, c'est-à-dire on distribue un pouvoir d'achat, chaque année. De plus qu'on ne produit, à peu près 70 milliards, si on tient compte d'euros, bien sûr, du déficit public, budgétaire interne, et du déficit extérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà reprendre ces 70 milliards, alors, bon, s'il y avait de la croissance, on en prendrait un peu moins. Hélas, quand reviendra la croissance. Et donc, on arrive à mentir aux Français, c'est-à-dire à leur faire croire que, oui, c'est scandaleux, ils ont droit à un pouvoir d'achat et on ne le leur donne pas, alors qu'en réalité, on donne. Alors, de façon inégalitaire, on peut en discuter comme on veut, mais chaque année, en France, et depuis 30 ans, on distribue au minimum 40, 50 milliards d'euros en trop. Alors, le chiffre va évidemment s'accroître beaucoup cette année, puisque d'après les projections qui sont faciles à faire, puisqu'on arrive à la fin de l'année, le déficit commercial va atteindre probablement 45 ou 50 milliards. Donc on va faire une centaine de milliards de déficit de tous ordres, ce qui est absolument affolant, et ce qui est évidemment d'autant plus inquiétant que la situation financière, et on y vient, on est en plein cœur d'une débâcle financière dont on ne sait pas où elle va s'arrêter, nous met évidemment dans une situation d'autant plus délicate que nous n'avons plus, nous Français, de marge de manœuvre. On a vu, les Espagnols ont quand même réussi à mettre une vingtaine de milliards d'euros sur le marché. Les Allemands, pour l'instant, n'ont pas encore beaucoup alimenté les comptes, mais enfin, ils ont de la marge puisqu'ils sont en équilibre. Nous avons nos déficits. Alors, précisément, il y a un de vos chapitres qui est consacré à la crise financière, avec une grande lucidité. Le livre a quand même été écrit il y a quelques mois, donc c'est pas aujourd'hui que vous avez publié cela. Et effectivement, j'aimerais avoir votre vision de la crise actuelle et de la façon dont la France va la ressentir. Alors, regardez les choses de façon objective. Je dirais qu'il y a 4 bilans qu'il faut faire. Il y a le bilan du pays dans ses échanges avec l'extérieur, c'est la balance commerciale. Il y a le bilan de l'État entre ce qu'il prélève et ce qu'il distribue, c'est le déficit budgétaire. Il y a le bilan des entreprises, c'est leur niveau d'endettement, et le bilan des ménages, c'est le niveau d'endettement des ménages. L'Amérique réussit depuis plus de 10 ans à être en déficit abyssal sur ces 4 comptes. Car les ménages sont surendettés, les entreprises sont très endettées, l'État est atrocement endetté et le pays, n'en parlons pas. Et l'implosion actuelle
vient tout simplement du fait que si vous êtes au sommet d'une montagne de dettes, un moment, ça va s'écrouler, vous trouverez au fond de l'abîme. Il faut que l'Amérique s'appauvrisse, car, pour l'essentiel, son niveau de vie est purement artificiel. Alors, si on prend la situation de la France, on voit qu'en France, le pays est endetté, l'État est endetté, mais qu'en revanche, les ménages, les particuliers, eux, ne sont pas du tout surendettés. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre et en Espagne, ils sont très endettés. Donc, si vous voulez, les risques sont un peu différents d'un pays à l'autre. En revanche, le drame pour la France, c'est qu'elle a tout bloqué au cours des années passées de ses finances. C'est-à-dire que l'Amérique, si elle le veut, peut décider très brutalement de réduire ses dépenses, d'augmenter ses impôts et de combler les déficits. Clinton l'a fait après Reagan et le successeur de Bush pourra le faire. En revanche, la France ne peut pas. Son budget est complètement incompressible, sauf à la marge. Et donc, on ne sait pas comment on pourra rétablir les finances. Nous sommes le seul pays au monde qui, depuis maintenant plus de 25 ans, fait chaque année 20% de déficit. On n'avait jamais vu ça. Alors on dirait, mais pourquoi le peuple n'a rien dit, a trouvé ça très bien. Bon, plutôt agréable, hein, le déficit. On vous donne plus d'argent que vous donneriez. Ah bon, c'est quand même difficile de se plaindre. Et puis surtout, on a menti aux Français. On leur a fait croire, tout au long de ces années, que le déficit était de l'ordre de 3%. Alors qu'il était de 20%. Bon, 20%, non, on ne peut pas tous les ans être en déficit de 20%. 3% nous embête les comptables, etc. Tout simplement parce qu'on a inventé cette chose idiote de comparer le déficit de l'État français au budget, au PIB de la France. C'est comme si je comparais le déficit sur votre compte à la banque avec le chiffre d'affaires de la banque. Ça ne veut rien dire. C'est monstrueux, c'est une stupidité. Et donc, dès 1972, j'avais dénoncé ça dans mon livre Tant et plus. Évidemment, on n'a tenu aucun compte. Et il a fallu attendre 2005 pour que les Français voient écrit, noir sur blanc, dans un document officiel, le rapport Pébro, qu'il y avait 20% de déficit en France tous les ans, avec l'accumulation de dettes correspondantes. Donc vous voyez, il y a eu un tel mensonge et une telle installation dans le déficit, dans l'idée que, bon, pour gouverner les Français, pour chaque année, mettre 20% d'argent de plus que l'État n'en récolte. Que, en fait, ce déficit est une drogue et que je pense qu'aujourd'hui, les Français abordant cette épreuve mondiale se trouvent dans la situation de grands drogués qui ne savent même pas qu'ils sont drogués, qui ne se rendent absolument pas compte de la situation. Et oui, la France aura beaucoup de mal puisqu'on ne la mobilise même pas. Alors précisément, vous avez dans les différents chapitres de votre ouvrage, je le précise tout de suite à l'intention de nos téléspectateurs, beaucoup de faits, assez peu de chiffres volontairement, mais des chiffres très significatifs. Et j'ai été frappé par le fait que vous signalez, du fait que le nombre d'accidents de la route et de morts sur la route a longtemps été quasiment ignoré en France. Ou plus exactement, on voulait l'ignorer. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, si on parle beaucoup plus des accidents de la route, et vous expliquez pourquoi dans votre livre, mais on ne parle pas des accidents de l'économie. Il y a tous les jours, et il vous suffit de lire un journal, et de préférence de lire Internet, parce que là vous aurez plus d'éléments, pour savoir que tous les jours, 700, 800, 1000, 2000 emplois sont supprimés parce qu'une entreprise ferme. Qui s'en soucie? Attendez, personne. Tous les jours, il y a au minimum 10 000 salariés français qui perdent leur emploi. Bon, vous me direz qu'il y en a 10 000 autres qui le retrouvent. Bah. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire... Là, je parlais des entreprises qui disparaissent. Oui, des entreprises qui disparaissent. Mais, il faut le savoir, il y a au minimum, les évaluations sont difficiles, mais au minimum 10 000 Français tous les jours
qui se retrouvent sur le marché du travail parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et maintenant, quand on regarde ce qu'est la vie sociale, on s'aperçoit qu'il y a de grands psychodrames sociaux, parce qu'il y a des drames épouvantables qui font qu'il y a des manifestations, il y a des grèves, tout le monde en parle. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit, à 99%, de réduction d'emplois dans le secteur public, à l'éducation nationale, la poste, l'administration. Et on entend pleurer M. Astieri, Voilà. Qui est voyez le bedon de l'escroquerie. service. Voyez l'escroquerie. Les gens entendent réduction, suppression d'emplois. Ils pensent à ce qui se passe dans le privé, qui se traduit effectivement par des milliers de salariés qui perdent leur emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Donc ils font l'assimilation, parce qu'on dit la même chose, on dit suppression d'emplois. Il se trouve simplement que les suppressions d'emplois sur lesquelles on veut nous apitoyer ne sont pas des problèmes sociaux, sont des problèmes administratifs, pour la raison simple qu'elles se traduisent par de moindres embauches de fonctionnaires, mais pas du tout par des licenciements. Donc, dans un pays où on pousse l'imposture jusqu'à vouloir mobiliser l'émotion sociale sur précisément des problèmes qui ne sont pas sociaux pour occulter les vrais drames sociaux, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et tout ça parce qu'en France, bon, je l'ai montré il y a 25 ans dans Toujours Plus et ça n'a pas été retenu, ce que l'on appelle la justice sociale n'est pas piloté par la volonté de justice, c'est-à-dire d'aider les plus méritants, les plus pauvres. C'est uniquement une règle mafieuse, c'est le paiement de la menace. Bon, il se trouve que les salariés du public sont menaçants, que les salariés du privé ne le sont pas. Donc, eux peuvent se faire entendre, les salariés du privé ne le peuvent pas. Et donc, on va considérer comme un drame social tout ce qui touche les salariés du secteur public, avec une indifférence totale pour ce qui touche les salariés des PME. C'est Alors, tout. il y a trois acteurs dans ce drame, en simplifiant, mais en étant quand même assez proche de la réalité. Vous avez le peuple, le pouvoir, et entre les deux, les médias. Il est bien évident que si le pouvoir est ce qu'il est, et que si les médias ne font pas leur travail, car ils ne le font pas, en tout cas pas assez, il n'y a aucune chance que le peuple finisse par s'exprimer, sauf par une émeute ou par une émotion populaire, comme on disait sous l'Ancien Régime. Alors là, on touche effectivement du doigt le problème qui, pour moi, est le problème majeur de la France, c'est-à-dire le fameux quatrième pouvoir qui est exercé. Alors, vous êtes un journaliste éminent, vous avez eu des émissions de télévision, vous avez écrit, parlé, et donc appris beaucoup de choses aux Français, mais au fond, aujourd'hui, on a le sentiment que plus aucun journaliste ne fait vraiment ce travail. Je ne dis pas qu'ils sont incapables de le faire, je dis qu'ils ne sont pas incités à le faire, et probablement même, pour certains, sont-ils empêchés de le faire. Qu'en pensez-vous? Je suis très sceptique sur votre dernier mot. Je suis très sceptique sur le fait que les insuffisances médiatiques proviendraient de censure que le pouvoir politique ou le pouvoir économique exercerait sur les journalistes. Ah, je sais bien. Alors pourquoi? Tous mes confrères disent non, les journalistes sont étranglés. Je suis sceptique. Oh, bien sûr, ça existe, hein. Mais à mon avis, c'est une part minime de cette insuffisance de l'information que vous signalez, et je dirais d'un certain point de vue sur laquelle j'ai prospéré. Parce qu'enfin, mes livres ne sont pas des romans d'amour. Ce sont des livres de journalistes. C'est dire que si la presse, vous dites, avait fait son travail, ce que je dis dans mes livres, ça aurait été dans la presse. Et pourquoi les gens auraient acheté mes livres pour y retrouver ce qu'ils avaient lu dans leurs journaux? C'est donc bien à l'évidence, parce que je dis dans mes livres ce qui n'est pas dit dans la presse. Et je vais vous en donner un exemple qui, moi, m'a sidéré. Quand j'ai fait ce livre Toujours Plus en 82,
à ma stupéfaction, on en a vendu plus d'1,5 million d'exemplaires. Alors, bon, dans ce livre, je passais en revue notamment la situation d'un certain nombre de groupes, de corporations, de catégories. Et je me suis dit, ah, là, la presse qui cherche toujours qu'est-ce qui fait vendre, qu'est-ce qui intéresse les Français, là alors c'est mieux qu'un sondage. Hein, bah. Et donc, je ne doutais pas que la presse allait se précipiter sur toutes les catégories, si vous voulez, qui auraient des chroniques toujours plus, quoi. Bah, puisque c'est ça qu'aimaient les Français. En tout cas. Dans les 15 années qui ont suivi, il n'y a pas une catégorie dont je n'avais pas parlé, parce que j'ai pas fait le répertoire de tous les fromages de France. Moi, j'ai pris quelques exemples, et puis voilà. Il n'y a pas une qui a été repérée par la presse et qui a été fait l'objet de grandes enquêtes. Ah, rien. Rien d'inouï. Bon. Vous voulez un autre exemple? Dans ce livre, Le divorce français. Je cite dans un tout autre domaine, bon, celui de la fin de vie. Je donne toutes les pièces d'une forfaiture invraisemblable qui s'est produite dans notre pays. À la suite de l'affaire Hammer, on a créé une mission parlementaire pour préparer la loi que demandaient tous les Français dans l'émotion de ce drame. Et cette mission parlementaire a fonctionné à huis clos, et j'en ai retrouvé tout le verbatim. Et dans ce verbatim, on découvre que tous les intervenants sont venus expliquer aux députés qui étaient là que Vincent Imbert voulait vivre et que c'est sa mère, idéologue de l'euthanasie, qui l'avait fait mourir. Et naturellement, et évidemment, on s'est bien gardé, ce qui est quand même inouï, d'entendre Madame Imbert, et dans le même temps, la justice instruisait cette affaire, puisque Marie Imbert avait été mise en examen. Et après 3 ans d'instruction, le juge d'instruction, après avoir entendu tout le monde, conclut qu'indiscutablement et de bout en bout, c'est Vincent Imbert qui, voulant mourir, a imposé sa volonté à sa mère, donc il prononce le non-lieu. Vous imaginez le pouvoir législatif osant s'emparer d'une affaire qui est à l'instruction, concluant en sens contraire de la justice pour tromper le Parlement et que la loi soit contraire à ce que souhaite la population. Voilà ce que j'ai, donne tous les éléments. Le livre est sorti dans la semaine où a éclaté l'affaire de cette malade Chantal Sébir, oui, qui avait ce cancer de la face. Donc c'était la question du jour. Eh bien, dans toute la presse écrite, tous les journalistes avaient les éléments, avaient ce livre, on l'avait envoyé à toutes les rédactions. Il n'y a pas eu une ligne sur ce sujet. Nous allons conclure cette première partie sur cette affaire effectivement scandaleuse, et au cours de la deuxième partie, nous allons bien sûr revenir sur ce très riche et passionnant ouvrage que vient de publier aux éditions Fayard François de Closet. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission dont l'invité est François de Closet. François de Closet, journaliste et écrivain, et qui vient de publier aux éditions Fayard un ouvrage détonnant comme ceux qu'il a l'habitude de produire. François de Closet, je pense que vous voyez bien, Le divorce français, donc aux éditions Fayard. Alors c'est un ouvrage qui est important à bien des égards, d'abord parce qu'il ne met pas l'accent sur n'importe quel problème. Il ne fait pas passer un problème secondaire pour un problème majeur, ce qui est le travers actuel de la vie médiatique. Et deuxièmement parce que ce ne sont pas des livres, vous disiez tout à l'heure, ce ne sont pas des romans d'amour, encore que si, c'est quand on a un roman d'amour pour votre pays, pour notre pays. Là, vous aimez pour la le pays France et nos enfants. Et nos enfants. Mais c'est un livre qui s'efforce de présenter d'une manière aussi claire que possible des dossiers très importants aux Français. Alors nous avons parlé tout à l'heure de la crise financière, dont vous avez conclu que la France avait peu de chances de se tirer bien, étant donné que les marges de manœuvre n'existent pas. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres sujets sur lesquels vous intervenez. Il y a l'affaire
ce que l'on a appelé l'euthanasie, que d'autres appellent le droit de mourir. D'ailleurs, vous aviez écrit un livre en 2001, qui s'appelait La dernière liberté. La dernière liberté, donc ce n'est pas un sujet que vous abordez pour la première fois, mais vous l'abordez avec évidemment tout ce qui s'est passé depuis, des choses particulièrement importantes et graves. Mais enfin, vous terminez quand même, pour revenir une dernière fois sur ce sujet, sur une conclusion sur la loi Leonetti, dont vous dites que quand même, c'est un certain progrès malgré tout. Oui, d'un mot, la loi Leonetti est bonne dans ce qu'elle dit et détestable dans ce qu'elle ne dit pas. Pas d'un mot, la loi Leonetti donne aux médecins la possibilité d'intervenir pour faire mourir des gens, aider à mourir, accompagner des gens en fin de vie, ce qu'ils faisaient largement, mais qui à tout moment pouvait les conduire au tribunal. Bon. Là, voilà le corps médical rassuré, c'est qu'il peut procéder à des sédations, etc. Restait la question posée par l'affaire Imbert, et lorsque un individu ne veut plus vivre, veut ce que j'appellerais une interruption volontaire de vie. Et à cette question, la loi ne répond pas. Et donc, oui à la loi Leonetti, mais tout de suite au travail pour faire la partie qui a manqué précisément à cause de la forfaiture qui a permis de faire croire aux députés que jamais personne n'avait demandé à mourir, même pas Vincent Imbert qui avait été assassiné par sa mère. Alors je vais donner à nos téléspectateurs le titre d'un certain nombre de vos chapitres pour qu'ils aient quand même une idée de ce que vous traitez. Oui, ben c'est d'abord un livre d'histoire, hein, c'est pas du tout un traité de sciences po. Non. Donc vous traitez des docteurs Folamour, c'est-à-dire en fait des guerres nucléaires, des OGM, du pétrole. Vous traitez également du problème des accidents de la route, les morts sans importance, disiez-vous, les catastrophes annoncées, etc. De l'affaire Imbert, nous venons de l'évoquer. Et puis, je dirais de toute la modernisation de la France. Voilà. Et donc, dans une des pages de l'ouvrage, vous faites une petite liste très courte, mais enfin, qui tient toute la page quand même, de tout ce qui est extraordinaire dans notre pays, le bac qui ne sert à rien, les retraites qu'on prend trop tôt, la répartition qui conduit à la faillite, enfin, etc., etc. Et donc, bon, vous ne pouviez pas non plus écrire 2000 pages, mais enfin, on sentait bien que vous les aviez sous la pédale, comme on dit. Alors, venons un petit peu à ces problèmes des retraites, parce que c'est quand même très intéressant d'évoquer ce qui est un véritable naufrage collectif en France. Nous savons très bien, c'est un sujet que je traite depuis de nombreuses années, donc je suis hélas fort connaisseur de cela. Je dis hélas parce que rien n'avance, rien ne se fait. Bon, nous savons très bien que la répartition ne peut fonctionner que lorsqu'il y a un nombre de cotisants à peu près identique tout au long des années et des décennies, et surtout un nombre de cotisants suffisant par rapport au nombre de retraités. Nous en sommes loin. Tous ceux qui sont actuellement à la retraite ont eu, pour la plupart en tout cas, 4 à 5 personnes qui ont cotisé pour elles, et aujourd'hui, les jeunes, nos enfants, voilà. Donc, voilà. Et nous avons eu récemment, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais c'est quand même très intéressant, il y a eu une décision qui a été prise par les pouvoirs publics de passer une partie du déficit de la sécurité sociale, alors non pas à la CRDS, parce que là ils auraient été obligés d'augmenter encore les cotisations, puisqu'il y a une loi qui les oblige désormais, mais ils ont pris de l'argent tout simplement dans le fonds de réserve des retraites. C'est-à-dire qu'il y a des tours de passe-passe constants, et on se dit, enfin, comment se fait-il que les Français, qui finissent quand même par savoir cela, il y a quand même quelques articles qui paraissent et quelques ouvrages, comment se fait-il que les Français ne se rendent pas compte du fait qu'ils vont finir dans la misère si on continue avec ce système-là, quand ils seront vieux. Vous savez, toute la gestion des finances publiques, j'inclus le secteur social bien sûr, depuis 30 ans, n'est que du maquillage. Exactement. Du maquillage. À Bercy, on ne demande aux gens du Trésor, aux technocrates, que de maquiller les comptes, de reporter les échéances, de débudgétiser, etc., etc. Alors, vous avez cité un de ces tours de passe-passe, mais il y en a tellement partout en permanence, n'est-ce pas? Et de ce fait, les Français ne mesurent pas la difficulté. Alors, vous parlez des retraites, mais tout de même,
une des plus belles entourloues et plus infâmes. C'était au début des années 80, cette retraite à 60 ans. Qu'est-ce qu'on a raconté aux Français? On a raconté que par solidarité avec les jeunes qui cherchaient des emplois, les anciens allaient partir, s'accepteraient de se reposer plus tôt. C'était beau comme l'antique, hein. Simplement, la réalité, ça voulait dire que cette génération avait décidé de mettre à la charge de la suivante 5 années d'oisiveté que cette génération, ces enfants, devraient payer à leurs parents. C'est une infamie, c'est une saloperie, c'est honteux. Évidemment, on n'a pas présenté les choses comme ça. On ne les présente jamais comme ça. Voyez-vous, je participais à une émission sur France 2, je crois, sur le moment des retraites, des régimes spéciaux. Il y avait un tas de beau monde, Chirac, Thibault, Hollande, Bertrand, vraiment, t'es là dans mon coin. Puis, après 1 heure de débat, je dis, mais tout de même, il faudrait expliquer de quoi on parle. Les retraites, ce n'est pas un problème social. Un problème social, ça concerne la répartition des richesses à un moment donné. Bon, entre le capital, le travail, les contribuables, les fonctionnaires, etc. Mais là, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. Il s'agit de relations entre générations. Ces retraites, ce sont nos enfants qui vont les payer. Donc d'abord, s'il vous plaît, ce n'est pas un problème social. Je n'imagine pas de remporter une victoire sur le dos de mes enfants. Bah. Et sentir que je crée une gêne épouvantable, qu'est-ce qu'il nous raconte? Enfin, c'est ça la base du problème. C'est que quand vous vous mettez en grève pour obtenir de meilleurs salaires, quitte à réduire les profits, on est dans le conflit social. C'est très normal d'ailleurs. Quand vous réclamez une augmentation de vos pensions, vous revendiquez contre vos enfants qui devront le payer. Voilà ce qu'on n'a jamais voulu dire au départ. C'est parce qu'on est dans un système de répartition. Oui, et bien sûr. Si vous dites aux Français, mettez davantage d'argent de côté pour que ça vous fasse demain une meilleure cagnotte pour avoir de meilleures retraites, rien à dire. Mais là, pas du tout. Nous, on va continuer à payer comme on a payé, comme vous le disiez, à 4 pour 1, finalement, c'est pas terrible. Et puis, on va augmenter nos droits, hein. Et quand vous voyez tous ces gens qui revendiquaient leurs droits à pension, avaient toujours envie de leur dire, top là, on va prendre 1 seconde le temps de poser la question, qui paye? Qui va payer? Et là, mais vous avez une indifférence, un égoïsme de cette génération qui est à vomir. Ils s'en fichent complètement. Ils inventent n'importe quoi. Quand vous dites, enfin, soyez sérieux, remboursement des dettes, paiement de ses pensions, paiement de la dépendance, du grand âge. Tout ça à la charge de nos enfants. Non, mais enfin, ce qui va peser sur la vie de ces enfants, sur leur vie d'adultes, de parents où ils devraient vraiment être heureux, ce sera de payer rembourser les dettes de papa, payer les pensions de papa, payer les frais médicaux de grand-papa, et finalement, quand enfin ils arriveront à la retraite, ils feront l'héritage et ça ira un peu mieux, parce que désormais on hérite à plus de 60 ans. Et donc, entre 30 et 50 ans, au moment le plus beau de la vie, ils seront écrasés par ces générations égoïstes qui ont ruiné la France et ruiné en plus leurs enfants avec une impudence sans pareil. Alors il y a eu un événement qui a été repris par les journaux, mais très peu, mais qui est très intéressant. C'est un fait divers qui paraît crapuleux et qui n'est pas du tout en réalité ce qu'il paraît être.
on a lu dans la presse, je l'ai lu dans le Parisien, qui d'ailleurs est assez bien informé de ce point de vue-là. C'est un journal qui sait sortir des très bon journal. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un meurtre à l'hôpital. Dans un hôpital parisien, donc, un homme d'une 60aine d'années a tué, je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont morts, on n'a pas eu de nouvelles par la suite, donc ils étaient très très gravement blessés, ses beaux-parents, qui étaient plus ou moins grabataires, et l'explication qui nous a été donnée, c'est qu'il ne supportait plus d'avoir à les supporter. C'est pas extraordinaire. Et c'est une image très forte. Alors bien entendu, je ne vais pas faire d'un fait divers un fait général, mais quand on en est, et vous le disiez vous-même, à ce que des hommes de 60 ans, même s'ils ont probablement un petit problème psychologique ou psychique, en arrivent à de telles extrémités, c'est qu'il y a une situation qui est réelle. C'est un fait divers tout à fait emblématique. Il est évident que ce que nous avons fait depuis 30 ans, nous qui avions hérité, dire ceux qui ont pris le pouvoir, disons ceux qui ont pris le pouvoir dans les années 30 et qui le quittent dans les années 2000 et quelques. Ceux-là ont hérité d'un pays de cocagne. Ils ont hérité d'un pays qui n'avait pas de dette, d'un pays qui avait une situation financière et économique qui était considérée par les Américains comme la meilleure du monde. Il faut le savoir. Et en 30 ans, ils ont ruiné ce pays, alors que ce pays a eu justement, pour la première fois depuis des siècles, 40 années sans guerre. Depuis la guerre d'Algérie, nous sommes en paix. Peu importe, on a complètement ruiné ce pays. Et il est évident que ce que l'on prépare avec ça, mais c'est une guerre des générations. Je veux croire, et j'espère, que mes petits-enfants, quand ils seront à l'âge adulte, refuseront de payer ces pensions, refuseront de payer ces dettes. Et que, probablement, qu'on raflera, ça se terminera comme ça, on raflera les économies de la classe moyenne pour apurer les dettes. Ça ne peut pas se passer autrement. Vous ne pouvez pas les apurer en prenant le grand capital, parce que le grand capital, il fiche le camp. C'est l'épargne de la classe moyenne qui est la seule possibilité de rafler les dettes. Ou alors, il faut exploiter, faire de nos enfants des esclaves et qui ne travailleront que pour nous. Je veux espérer de tout mon cœur que les enfants refuseront, qu'il y aura vraiment un conflit des générations et que c'est l'épargne de ceux qui ont ruiné la France, notre génération, qui servira à rééquilibrer les comptes. Mais ça ne pourra pas se faire autrement. C'est pas la peine de se raconter d'histoire, c'est inscrit dans les chiffres. Alors je ne sais pas à quelle époque ça sera, mais ça finira comme ça. Et comme on dit en justice, et ce sera justice. D'une certaine manière, oui, parce que, vous l'avez parfaitement expliqué, mais d'une autre manière, est-ce que ces gens ont vraiment eu le choix? C'est ça le problème. Écoutez, on est tout de même en démocratie. C'est vrai que les Français ont été trompés plus qu'ils ne se sont trompés. Tout de même, quand vous voyez, par exemple, le choix catastrophique qui fut fait par les Français, alors, en 1988, de Chirac, plutôt que de Barre. Là, c'était vraiment le choix de la démagogie contre le choix du courage, n'est-ce pas? Même la présence Chirac et Mitterrand, ça a été vraiment le couple du désastre qui a traversé la France, et l'un comme l'autre ont quand même été soutenus par les Français, forcément parce qu'il y avait cette démagogie, et puis parce que mai 68, là aussi, a créé l'illusion que la réalité n'existait pas. Peut-être par responsabilité, d'ailleurs, là aussi de l'élite. Mais pourquoi je dis cela? Parce que, on a augmenté le SMIC de l'époque de près de 30%.
Et sur tous les tons, depuis des années, on dit non, faut augmenter de 2%, 3%, pas plus, ça ferait tout exploser, etc. Et tout d'un coup, ce peuple dit, eh ben, je m'en fiche, c'est peut-être impossible, mais c'est ce que je fais. Bon. Et là, parce qu'il menace de tout casser, voilà que tout à coup ce mur de la réalité dont on lui disait, mais non, il est là, on ne peut pas aller... Hop, il se met à reculer. Et donc, les Français ont perdu foi dans le discours de la raison qui dit, écoutez, là, on ne peut pas, c'est pas possible, personne ne peut faire ça. Comment personne ne peut faire ça? Eh ben, vous allez le faire, autrement je casse tout. Et il n'y a plus de confiance, donc quand on vient dire aux Français, mais écoutez, c'est comme ça ne peut pas être autrement, regardez, on ne peut pas continuer. Et je précise que vous avez aussi en permanence des sortes de docteurs, tant mieux, sont vraiment des escrocs qui se prétendent et qui ont tous les titres, économistes, grands intellectuels, etc., et qui disent que non, c'est pas grave, enfin aujourd'hui encore, dans la presse dite la plus sérieuse. Et on voit des gens expliquer que finalement l'endettement c'est pas grave, que ça ne porte aucun tort aux générations à venir. Moi j'ai lu un article passionnant comme ça, où on expliquait que non, nos enfants n'auront pas à se plaindre des dettes qu'on leur laissera. Parce que, et alors, bon, on dit toujours que ce sont des investissements. Mon œil, depuis que l'État s'endette, il investit de moins en moins. Donc on s'est endetté pour ne pas investir et pour ne pas réformer le pays. Et non, on soutenait cet éditorialiste, ils n'auront à se plaindre de rien, parce que même, et alors il est très loin, c'est quand même une dette qui est gênante, hein, c'est la dette de la sécurité sociale. Ah, tout de même, pourquoi laisse-t-on à nos enfants le soin de payer les ordonnances dont nous avons joui, les traitements pour préserver notre santé? C'est quand même... Eh bien non, expliquait-il. Ah non, parce que grâce à ça, ça leur aura permis d'avoir des parents en meilleure santé. Et donc, à ce titre, il était tout à fait normal qu'on leur laisse les ordonnances à payer. Je précise que l'auteur de cet article, qui se reconnaîtra, est aujourd'hui parmi les postes les plus importants de l'État. Hein. Donc, vous voyez, c'est épouvantable de voir à quel point les Français sont trompés, à quel point on leur ment. Il y a toujours des gens pour leur dire « mais on peut faire de la relance, mais on peut prendre l'argent ». Moi, je fais des débats, etc. Sans cesse, on me dit « oui, mais regardez, qu'à prendre de l'argent ». Les fameux 100 milliards de profit du CAC 40. Je dis aux gens « attendez, il y a 100 milliards, c'est vrai, de profit, c'est vrai. Simplement, à 70-80%, ils apparaissent et dans des pays étrangers, sont faits par des filiales étrangères, et donc ils ont payé les impôts à l'étranger. L'État ne voit pas 34 milliards de ces 100 milliards, parce que l'impôt sur les sociétés doit être de 34%. Ils doivent voir 10 milliards, ou 15 milliards, à tout casser. Et je ne vois pas comment vous allez pouvoir imposer tous ces profits qui ont été faits et taxés à l'étranger. Donc ça n'a aucun sens. C'est bien, c'est très rageant. Hein. Tout le monde voudrait aller dans ce trésor. Et bon, mais c'est pas possible. Mais il faut à chaque fois redire ça. Parce qu'à chaque fois, on veut faire croire qu'on a là un trésor de 100 milliards de profits, et qu'après tout, allez, hop, on va en prendre 10, 20, 30, c'est pas bien grave. Alors, la solution est déjà trouvée. Il ne faut pas se faire la moindre illusion. Vous l'avez pratiquement dit tout à l'heure, c'est l'épargne des Français qui va payer la note. L'épargne des Français, c'est en gros, disons, en épargne liquide, 1200 milliards, ce qu'ils ont en assurance. Le montant de la dette. Le montant de la dette. Que les deux chiffres se ressemblent étrangement. Et naturellement, les hauts fonctionnaires depuis longtemps et les hommes politiques ont parfaitement compris qu'il y avait là une mine d'or dans laquelle ils pouvaient puiser à volonté, croit-il. Et le poteau rose a été découvert par M. Sarkozy lui-même, qui a déclaré il y a quelques semaines, après qu'on lui eut rappelé que M. Fillon avait indiqué que la France était en faillite, il avait dit, mais on est un pays
qui a un taux d'épargne comme la France n'est pas en faillite. Mais il a oublié de préciser que le taux d'épargne, c'était celui des ménages, et non pas celui de l'État. L'État n'a pas d'économie, il n'a que des dettes. Je vous rappelle que son plus proche conseiller n'a cessé depuis des années de tenir ce raisonnement. Quand M. Breton avait dit que la France vit au-dessus de ses moyens, il y avait eu un grand article de M. Guénaud disant « Mais non, la France ne vit pas du tout au-dessus de ses moyens ». Et un des arguments, mais qui est invoqué par tous les grands dépensiers, que ce soit Fitoussi ou autre, c'est toujours que « Mais non, ne vous inquiétez pas, les Français ont de l'argent ». C'est-à-dire qu'on assimile les patrimoines des citoyens et le patrimoine de l'État. C'est-à-dire qu'on nationalise, en fait, en disant cela, l'épargne des Français, qu'on fait main basse, qu'on exproprie tous les Français. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir que de soi-disant des économistes patentés peuvent vous tenir ce genre d'arguments et que ça ne fasse pas bondir. Bon, maintenant, c'est vrai que les Français ont ces économies que n'ont pas, encore une fois, les Britanniques et les Espagnols. C'est vrai qu'à un moment donné, le surendettement des ménages espagnols et britanniques peut se révéler cataclysmique, au moins au même titre que le surendettement de l'État français et des Américains. Mais ce qui est sûr, c'est que la France est dans une situation tout à fait dramatique, court à la catastrophe, et qu'il y a en permanence en France des gens pour raconter que c'est pas grave, qu'on va s'arranger comme ça, et qu'après tout, ça dure depuis si longtemps, ça va pouvoir continuer. Ça dure depuis longtemps, tout simplement, parce que le général de Gaulle avait laissé une France qui n'avait pas un sou de dette, qui était une puissance financière extraordinaire. Alors, quand vous commencez à tirer sur le crédit en partant d'une telle situation, vous avez une ligne de crédit qui est ouverte comme un boulevard jusqu'à la mer. Mais à un moment, vous vous retrouverez quand même dans l'eau, bec dans l'eau, et à ce moment-là, ça risque forcément d'exploser très fort. Il faut ajouter à cela, me semble-t-il, le fait que sur ces 1200 milliards d'épargne constitués par les Français au sein des régimes d'assurance vie, la plupart de ces sommes ont été déjà englouties par l'État, puisque ce sont des bons du Trésor, pour beaucoup, et que ces bons du Trésor ont simplement permis de payer les déficits. Donc en fait, c'est de l'argent en partie virtuel, il n'est réel que dans la mesure où l'État garantirait qu'il paiera sa dette. Mais comment voulez-vous que l'État paye une dette alors qu'il n'a pas d'argent? Donc c'est en cela qu'il y a une double escroquerie à l'encontre des Français. Mais parce que la grande escroquerie, c'est de dire, puisque l'État est un débiteur qui a la différence des débiteurs privés, ne meurt pas. Donc la crainte majeure du créancier, qui est de voir disparaître son débiteur et disparaître avec l'espoir de recouvrer sa créance, cette grande peur du créancier n'existe pas. L'État sera toujours là et devra toujours payer. Et alors, sur cette idée, on vient à faire croire que les dettes des États sont des dettes à ne jamais rendre, elles seront toujours reportées, qu'on ne s'embête pas avec ça, c'est pas grave. On vous dit, après tout, la France a déjà eu des taux d'endettement très graves, ce qui est vrai, après les guerres, que le vainqueur et les vaincus sont toujours couverts de dettes, sauf les Américains en 1945. Bon, la règle, les guerres ruinent les pays. Et pourtant, les pays s'en sortent. La nuance, c'est que ces dettes, contrairement à ce qu'on dit, elles ont été payées. Elles ont été payées par le mécanisme de l'inflation qui a permis justement à l'État de rembourser en monnaie de singe et de ruiner complètement toute la classe moyenne qui a vu disparaître son épargne. Venir nous dire que les dettes des États ne sont pas payées, mais c'est une escroquerie. Or, on vous répète ça tout le temps,
que les dettes du pays n'ont aucune importance, parce que l'État, ne pouvant pas mourir, est un débiteur particulier, et ses dettes ne sont jamais payées. Mais c'est de l'escroquerie, c'est du mensonge. Bien sûr que les dettes seront payées. Et d'habitude, elles sont payées par l'inflation. Comme actuellement avec l'euro et tout ça, on est dans une situation où l'inflation n'est pas possible, on risque d'avoir effectivement une situation explosive. Les expédients qui permettaient de n'aller pas ouvertement prendre l'argent des particuliers pour payer les dettes de l'État, tous ces expédients, ils risquent de plus marcher. Et donc là, on arrivera dans une situation explosive. Parce que on peut ne pas exploser contre l'inflation, sauf quand c'est l'hyperinflation, comme l'avait connu l'Allemagne en son temps. Mais là, s'il y a une mesure franche et directe d'expropriation, évidemment, c'est comme ça qu'on donne naissance au fascisme. C'est vraiment intelligent. Il me reste, François de Closet, à vous remercier très vivement pour ce brillant exposé que vous nous avez fait à nous et à nos téléspectateurs. Je rappelle le titre de votre ouvrage, François de Closet, Le divorce français aux éditions Fayard, un livre qu'il faut lire absolument si l'on veut garder un réel optimisme, non pas sur la situation, mais sur la capacité qu'ont certains Français à la décrire. Donc, nous nous retrouverons, je l'espère, pour une prochaine émission sur Reichmann TV. En attendant, essayez quand même d'être heureux, portez-vous bien, et vive la France.